Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil du yoga avec Caro Caro. Je souhaiterais, avant d'entamer ce nouvel épisode, le premier de la saison 5, je voudrais vous remercier. Vous remercier pour tous vos messages, vos super messages que je reçois parfois à la suite de certains épisodes qui vous ont parlé. Et j'apprécie énormément aussi le retour que vous faites sur ce que vous pensez vous-même sur les thèmes abordés lors de certains épisodes. Vous remarquerez que ce nouvel épisode, cette nouvelle saison, a une certaine particularité. Il n'y a pas de jingle comme dans les saisons précédentes. Je cherche à épurer un tout petit peu le podcast, le faire plutôt à mon image, bien que je n'ai pas abandonné l'idée de mettre un jingle en début et en fin d'épisode. Cependant, je cherche quelque chose qui me corresponde, qui corresponde également à l'idée que j'ai de mêler à la fois des rythmes indien pour rappeler les racines du yoga avec une tonalité un peu plus moderne qui soit attirante. Deuxième particularité de cet épisode numéro 1, c'est qu'en fait, ça serait presque le numéro 2. Parce que j'ai déjà enregistré un épisode numéro 1 et que je suis en train d'enregistrer celui-ci juste avant la sortie prévue le jeudi matin. Donc nous sommes mercredi soir. Et ce pour une raison, c'est que il y a très peu de temps, en regardant Instagram, je suis tombée sur le compte d'une personne que je suis, une professeure de yoga, qui posait la question de la légitimité. Alors certes, j'ai abordé la question de la légitimité à travers l'épisode Yoga et le syndrome de l'imposteur, mais ça m'a fait réagir et je n'étais pas satisfaite en fait de la réponse apportée. Cependant, afin d'éviter de faire un épisode bis, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant, surtout parce que nous nous plaçons sur un épisode de rentrée, d'aborder plutôt la question de comment choisir un professeur de yoga ou qu'est-ce qu'un bon professeur de yoga ou comment reconnaître un professeur de yoga. Cet épisode s'adresse à la fois à des personnes qui cherchent à pratiquer sous la guidance d'une personne, mais aussi en fait un questionnement qui s'adresse aux professeurs même de yoga. L'idée n'est pas de dire qu'il y a, en fait, la terminologie n'est pas correcte, de dire qu'il y a des bons et des mauvais professeurs de yoga, mais plutôt de dire que pour correspondre à l'étiquette professeur de yoga, il est peut-être nécessaire de se poser des questions sur ce que cela signifie. Un professeur de yoga, c'est deux mots, professeur et yoga. Le professeur de yoga, c'est pas celui qui enseigne de façon académique. Il vous guide. C'est un guide, mais c'est un guide qui n'est pas un thérapeute, sauf si celui-ci a suivi des études de médecine, de kiné ou d'ostéopathie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, votre professeur de yoga connaît beaucoup de choses et peut vous orienter, mais ce n'est qu'un avis. Et que la façon dont il vous oriente doit forcément interpeller chez vous la capacité de dire « Ok, j'ai une solution, je vais l'essayer et observer ce que ça crée chez moi, mais attention, cela ne constitue pas un avis médical, je peux donc doubler
avec une proposition de mon médecin. C'est pareil, le professeur de yoga n'est pas un psychologue ni un psychiatre. Et puis, il y a le mot yoga. Vous le savez. Enfin, en tout cas, j'espère que vous le savez à force de m'écouter. Le yoga, c'est quoi? Le yoga répond à une définition que j'aime beaucoup, en tout cas la définition qu'en donne Patanjali dans les Yoga Sutras. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le yoga, c'est la cessation des fragmentations du mental. Il y a beaucoup d'autres définitions, énormément d'autres définitions, qui recouvrent plusieurs acceptions. J'aime bien celle-ci parce que elle laisse la porte ouverte à, si vous voulez, pour aller au-delà de fragmentation du mental. Ça peut être l'union du corps, de l'esprit et du mental. Ça peut être l'absence de dualité. Vous voyez, ça peut recouvrir ensuite différentes formes. On va dire que cette définition de yoga par Patanjali, avec une traduction en français, nous permet d'avoir un premier aperçu. La cessation des fragmentations du mental. Donc le yoga, c'est une méthode qui vous permet d'arriver à ce résultat. Forcément, si vous me suivez, vous le savez, le yoga, ce n'est pas que les postures, les asanas. Bien au contraire, c'est beaucoup plus que cela. Et si vous suivez vraiment particulièrement le podcast, vous apercevrez qu'au cours des 4 saisons précédentes, en fait, j'ai abordé ce qu'on appelle les membres de l'Ashtanga Yoga. Il ne s'agit pas ici de l'Ashtanga tel que style de yoga pratiqué, mis en musique par Patabi Joyce, que vous pouvez trouver dans de très nombreux studios de yoga. Ici, il s'agit des 8 membres de ce qui constitue la méthode du yoga. Donc, vous m'avez entendu parler des yamas et des niyamas, des asanas, de la respiration. Il reste encore quelques membres à étudier. Donc, ce ne sont pas que des postures. Alors, du coup, la question c'est comment choisir, comment reconnaître son professeur et comment évoluer en tant que professeur de yoga. Certes, la première chose que vous voyez quand vous vous rendez dans un studio de yoga, ou bien quand vous lisez un blog, ou bien quand vous vous rendez sur YouTube. Et même quand vous écoutez d'autres podcasts sur le yoga, vous verrez qu'il y en a beaucoup où il s'agit de séquences physiques. Eh bien, peut-être que ce qui définit un bon professeur de yoga, ou plutôt celui qui va vraiment emprunter le chemin du yoga, et ne pas rester simplement un enseignant de posture, c'est celui qui va approfondir ses connaissances et sa compréhension de la philosophie du yoga. C'est très difficile d'enseigner la philosophie du yoga dans un cours. Vous le savez, on en a déjà discuté. Mais il est toujours possible d'apporter des toutes petites touches. Il s'agit également d'incarner les enseignements dans la vie de tous les jours. Incarner les enseignements dans la vie de tous les jours, ça veut dire avoir une éthique,
une éthique qui corresponde à ce qui est défini dans la philosophie du yoga. Typiquement, on va retrouver ce qu'on appelle les niyamas et les yamas du yoga, qui ont fait l'objet spécifique chacun d'un épisode du podcast. Vous retrouverez l'honnêteté, la pureté, propreté, le contentement, l'abandon à ce qu'on appelle Dieu, Ishvara, et plein d'autres valeurs, plein d'autres éthiques. Ahimsa, la non-violence également. Ça suppose une certaine réflexion. D'abord une connaissance de l'environnement éthique du yoga, et puis aussi une réflexion sur son propre mode de vie et comment faire pour incarner les valeurs mêmes du yoga. Et peut-être que déjà là, vous allez voir une différence entre certains professeurs de yoga. Troisième élément pourrait être le respect des racines culturelles. Alors, c'est assez difficile. Pourquoi ? Parce que on aseptise progressivement les cours de yoga. Reconnaître les racines culturelles du yoga, ce n'est pas dire namasté en début ou en fin de cours, ou même peut-être de chanter Om comme ça, ou de mettre un mantra comme ça. Reconnaître les racines culturelles du yoga, c'est reconnaître que, à la base, au tout début, le yoga est né en Inde et il s'est donc nourri de ce qu'on appelle le brahmanisme et l'hindouisme. C'est aussi reconnaître qu'on a la possibilité d'évoluer dans une philosophie qui n'est a priori pas la nôtre, d'évoluer dans le monde moderne, dans le cadre du monde moderne qui nous est donné. Ce qui suppose une réflexion. Et non pas s'approprier à la fois les termes et en modifier l'esprit. Par exemple, typiquement, non, le yoga n'est pas fait pour maigrir. On voit beaucoup en ce moment de publicité sur le yoga somatique qui vous aide à perdre du poids parce que vous allez contrôler votre taux de cortisol dans le corps. Non, le yoga n'est pas une méthode pour s'assouplir. Ça, c'est l'esprit occidental qui a modifié, entraîné la pratique physique du yoga dans une optique qui n'était pas l'optique indienne. Un bon professeur de yoga doit peut-être aussi s'orienter, trouver sa voie, sa propre voie. Quand j'utilise le terme voie, je l'utilise sous deux mots différents. Voie V-O-I-E, donc le chemin, et voie V-O-I-X, vraiment sa voix physique, celle qui sort de votre bouche. V-O-I-E, la voix, parce que on est tous différents. Et il s'agit donc de mettre en place une pratique et une façon d'incarner le yoga qui nous correspondent. Et voix V-O-I-X, parce que cette voix-là, c'est la voix de l'authenticité, pas celle qui est empruntée, pas celle qui est une copie de l'enseignant que votre professeur a lui-même eu. Peut-être que aussi un des critères pourrait être de s'adapter aux besoins des élèves et non pas décliner sans observer, sans entrer en relation avec les élèves. Quand j'ai suivi une formation sur les Yoga Sutras,
J'ai beaucoup aimé une définition qui était une relation de cœur à cœur. La relation de cœur à cœur, c'est la relation que vous avez, vous, avec le yoga. Une relation qui relève non pas du champ purement émotionnel, mais vraiment du tréfonds de votre être. Eh bien, cette relation de cœur à cœur, elle peut également exister entre l'élève et le professeur. Il ne s'agit pas de materner les élèves, mais il s'agit plutôt de montrer de façon authentique et véritable ce que représente le yoga, et ce afin de permettre à l'élève, d'une part, de réaliser, de voir véritablement, et puis aussi de prendre conscience. Enfin, la dernière caractéristique, peut-être une des plus compliquées, peut-être, c'est de poursuivre cet approfondissement du professeur dans la voie du yoga. Alors, à partir de là, quelles peuvent être les grandes orientations ou les grandes pistes de réflexion qui viennent sous-tendre ces différents éléments? Eh bien moi, je vois déjà l'importance de l'authenticité. L'authenticité, ça veut dire beaucoup de choses. L'authenticité, je la conçois comme l'union, mais une union très fluide et homogène des enseignements reçus avec l'expression unique et originale de l'enseignant. Il ne s'agit pas de copier un cours précédent. Il ne s'agit pas de recopier son professeur, ce que beaucoup de jeunes professeurs font par manque de confiance. Il s'agit de partager ce que l'on pense vraiment, au fond du cœur. De partager cette très belle pratique d'y mettre des mots, d'y mettre des tripes, d'y mettre du cœur. On n'est pas obligé de parler beaucoup, comme moi par exemple, on n'est pas obligé de plaisanter, mais c'est plutôt vraiment de vous montrer tel que vous êtes. Ce qui permet aux élèves de choisir. La rencontre de cœur à cœur, c'est aussi celle-là, c'est la rencontre de deux âmes. Est-ce que l'élève, quand un élève revient, il a deux critères. Il y a le critère de la pratique elle-même. Oh, moi je suis quelqu'un de très dynamique, j'ai besoin de faire du vinyasa pour me dépenser. Ce qui est tout à fait acceptable. J'aimerais tellement que après les personnes choisissent de faire du vinyasa par exemple, mais pour d'autres raisons que celle-ci. Mais c'est une première approche. Et puis, il choisit aussi ce cours-là, normalement, pour le professeur. Malheureusement, bien souvent, c'est pour le créneau horaire, mais pour le professeur. Parce que le professeur, il donne quelque chose. Et dans ce don, il y a cette authenticité, il y a cette sagesse philosophique du yoga qui doit transparaître. Il ne s'agit pas d'une simple guidance physique, elle est aussi à la fois mentale, psychique, spirituelle et émotionnelle. Elle doit permettre en fait de vous élever. Mais en fait, ce partage de l'enseignant avec l'élève, c'est à la fois permettre à l'élève de s'élever, mais c'est aussi permettre à l'enseignant de s'élever. Moi, je crois beaucoup à cet échange entre élève et professeur. Il ne s'agit pas forcément d'un échange verbal, mais le fait de se réunir et de partager un moment, parce que le professeur voit ses élèves. Moi, je vois mes élèves, je vois leurs yeux, je vois leur visage, je vois l'expression de leur corps, les mains, je vois les tremblements, je perçois des crispations et je perçois des grands sourires.
des joies, des bonheurs, des fatigues, des tristesses. Et cet échange-là, il n'est possible que si le professeur, et c'est un des aspects aussi qui est très important, propose un espace de sécurité. Un espace où chacun peut s'exprimer. Quand je dis chacun peut s'exprimer, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de contraintes. Notamment, d'abord, la première, c'est la contrainte physique. Ne pas obliger la personne à faire la posture telle que vous la décrivez. D'ailleurs, moi, je l'ai décrite pas forcément très bien, d'ailleurs, pas de façon très exacte, pour laisser la possibilité à l'élève d'inventer sa posture, de prendre la place dans la posture. On a beaucoup tendance à vouloir faire rentrer le corps dans une posture, au lieu de faire rentrer la posture dans un corps. Ce qui fait que quand on a une blessure, le corps est respecté parce que le corps ne peut pas faire la posture telle qu'on l'a décrite. Combien d'images avons-nous vues, par exemple, de Bikram, Choudhary Bikram, se mettre debout sur les cuisses d'un élève, je pense même que c'était d'une élève, pour une image que j'ai en tête, dont les pieds étaient reliés en Baddha Konasana, donc les plantes de pied l'une contre l'autre et relativement près du pubis, qui suppose en fait qu'au niveau des fléchisseurs des hanches, les muscles soient complètement relâchés, ce qui est très difficile pour une très grande quantité de personnes, pour une multitude de raisons. Le fait de monter dessus pour obliger les muscles à s'ouvrir, à s'étirer, c'est une catastrophe physiologiquement et biomécaniquement parlant. C'est aussi, en fait, quand on apprend en tant que professeur les postures, on nous apprend la posture optimale. Certes, on voudrait que les élèves réussissent cette posture de façon optimale. Mais dans, par exemple, l'assistance qui peut être réalisée, l'idée, ce n'était pas d'arriver à cette posture-là, sauf si vous sentez que l'élève essaye et que vous pouvez donc lui apporter une aide pour que et puis se sentir à l'aise dans cette posture-là, finale, on va dire. Ça peut être sympa dans les postures d'équilibre, par exemple sur les mains et les avant-bras. Ça peut être sympa de venir aider la personne ou dans un poirier ou Shirsasana, la posture sur la tête, parce que vous pouvez aider en fait votre élève à finir la posture. Mais toujours est-il qu'il est important que l'élève sente qu'il est dans la posture, qu'il sente tout son corps pour pouvoir reproduire seul cette posture. Et surtout, que cela soit fait en toute sécurité. Je pense qu'il est presque nécessaire de vivre une vie qui reflète les valeurs du yoga, comme on a dit, et notamment l'honnêteté, l'humilité et aussi la vulnérabilité. On est toujours dans l'authenticité. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de faire part de ses émotions si on est stressé, si on a eu un coup de colère juste avant, et encore. On peut prendre des exemples pour illustrer, pour dédramatiser aussi la posture, pour dédramatiser certains instants et créer ainsi un support et dire aussi à l'élève, mais moi aussi je suis un humain et je suis sur ma propre voie du yoga, je ne suis pas encore un être illuminé et complètement débarrassé de toutes ces souffrances et de la fragmentation de mon mental. J'aime beaucoup le concept de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas une faiblesse la vulnérabilité. Ça peut être compliqué parfois à vivre parce que quand on est vulnérable, forcément on fait l'objet d'attaques entre guillemets, mais la vulnérabilité c'est montrer tel que l'on est, c'est pas se maquiller et ça le yoga le recherche. Ce n'est pas donner une fausse image, c'est se montrer tel qu'on est. Parce qu'en se montrant tel qu'on est, les élèves peuvent comprendre qu'ils peuvent être tels qu'ils sont
réellement dans un cours de yoga. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Sinon, nous ne sommes que des marionnettes déguisées. On est dans un bal costumé. La présence. La présence et l'empathie du professeur est également extrêmement importante. Alors certes, c'est compliqué parce que je me souviens pendant très longtemps, j'ai pompé toutes les énergies de mes élèves. Alors quand mes élèves sont en super forme, c'est génial parce que vous repartez, vous êtes plein de dynamisme et de choses très positives, mais parfois c'est compliqué parce que vous pompez le côté négatif. La fatigue, d'accord, ce qui est négatif, c'est par exemple c'est une fatigue, ou ces émotions terribles de tristesse, de déprime parfois, de colère, d'envie. Et on absorbe. Un professeur peut être une éponge et c'est très difficile d'évoluer au-delà, de montrer ce que l'on est vraiment, d'être vulnérable et en même temps empathique et en même temps ne pas pomper ce qui ne nous appartient pas en définitive. Il faut un peu de temps. Donc le jeune professeur de yoga qui vient de finir sa formation de 200 heures, il est bon déjà. Mais observez-le. S'il ne vous parle que de pratique physique, mais que ça vous convient, restez avec cette personne-là. Par contre, si vous sentez que vous n'êtes pas forcément à l'aise, parce qu'il ne parle que du physique, changez. Quant au professeur de yoga, laissez-lui aussi un peu le temps d'évoluer, parce que quand on sort d'une formation de 200 heures, on n'a que 200 heures. Ce qui veut dire qu'ensuite, il faut enseigner pour pouvoir s'enrichir de son propre enseignement. Toi, jeune professeur, ne pense pas que tu peux tout savoir d'un coup. Je dirais même que si tu souhaites tout savoir d'un coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir submergé et tu vas rien faire. Et, en plus, tu vas te sentir illégitime et tu vas ressentir le syndrome de l'imposteur. La présence et l'empathie, c'est quoi? C'est simplement d'être là, pleinement, d'écouter de façon active et de répondre aux besoins des élèves. C'est-à-dire, par exemple, ne pas hésiter à modifier la séquence prévue en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez. Il n'y a pas de déception d'ailleurs à avoir par rapport à ça. Ça, on ne fera pas une moins bonne séquence, bien au contraire. Vous répondez à un besoin. Apprendre constamment. Apprendre constamment, c'est quelque chose... c'est le yoga lui-même en fait. Parce que l'apprentissage, ce n'est pas seulement un simple savoir académique, c'est aussi s'observer soi-même. Observer ce que cela crée chez soi, réaliser vraiment avec conscience comment on évolue, ce que l'on ressent, comment on se sent. Parce que apprendre permet de ne pas être dogmatique, d'être inclusif, d'être inspirant et peut-être aussi d'incarner de mieux en mieux les différentes valeurs éthiques du yoga. Alors venons à ces valeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ahimsa, par exemple, la non-violence. Ça peut être simplement d'encourager, de faire preuve de gentillesse, de compassion envers les autres, mais aussi envers soi-même. Ce qui veut dire à la fois pour le professeur de yoga d'éprouver de la compassion pour soi, d'éprouver de la compassion pour ses élèves. Notamment dans toutes les postures qui constituent des défis pour soi-même et pour les élèves. Et ne pas hésiter à dédramatiser. C'est pas parce qu'on ne réussit pas une certaine posture que on n'est pas un bon professeur ou qu'on n'est pas un bon yogi et qu'on n'avance pas sur la voie du yoga. Certaines personnes n'arriveront jamais à faire des postures avancées. Pourtant, ça en fera des yogis
accompli. Avec Satya, on retrouve l'idée de l'authenticité et de l'honnêteté, c'est-à-dire, par exemple, reconnaître ses limites et ne pas les dépasser. Ça veut dire quoi? Pour un élève, c'est lui expliquer que son corps aujourd'hui ne peut pas faire cette posture et ce n'est pas grave. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je le vois très souvent. C'est compliqué parce que on a envie de faire cette posture. Par exemple, le poirier. On a envie, mais on n'y arrive pas. Alors on se dit, j'ai un problème à tel endroit du corps, qu'est-ce que je peux faire, me muscler, etc. Mais peut-être qu'il faut aussi expliquer à cette personne-là que il faut d'abord de la patience et qu'il faut vraiment connaître son corps. Peut-être que mon corps, de la façon dont il ne pourra jamais aller sur cette posture. Ou bien, quand on sent que le corps est prêt, c'est dire, allez, on y va. Et puis, mettre en place, par exemple, si on a peur, de rassurer. Typiquement pour moi, par exemple, en Forest Yoga, il y a beaucoup de postures avancées d'équilibre. D'équilibre sur les mains ou les avant-bras. Beaucoup. Personnellement, je n'ai jamais pris, même si ça constitue un Graal, on va dire, pour moi, c'est pas grave de ne pas réussir une posture. Surtout une posture avancée. C'est un jeu. Mais dernièrement, je me suis surprise, et si vous suivez sur Instagram, vous m'aurez vu les faire, à faire des postures avancées, et notamment les équilibres en m'éloignant un peu du mur. Mais vous aurez aussi noté que j'utilise un énorme coussin entre le mur et moi, pour au cas où, parce que je n'ai qu'une peur, c'est de tomber. Qu'est-ce qu'ont fait mes professeurs pour moi? Ils m'ont dit, Caro, utilise un gros coussin. Éloigne-toi progressivement du mur, respire, essaye, éprouve du plaisir, fais-toi plaisir. Je ne dépassais pas mes limites. Quand je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je ne cherche pas à faire non plus la posture parfaite, mais simplement d'essayer. Et vous savez quoi? J'ai réussi. Et vous savez quoi? J'étais très heureuse. Et vous savez quoi? Je me suis filmée, j'ai envoyé tout de suite, en plein milieu de la pratique, la vidéo à mes professeurs qui étaient super méga fiers. C'était super plaisant. Un moment de partage. Et là, moi, je sais que j'ai 2 super enseignants. Parce qu'on partage les choses. Et en même temps, c'est être honnête avec soi-même. Non, aujourd'hui, je ne peux pas faire telle posture parce que mon corps n'y arrive pas. Peut-être parce que, par exemple, moi, j'ai des sciatiques. Donc là, ça fait mal. Je ne dois pas aller au-delà. J'ai une douleur, mais surtout pas aller au-delà de la douleur. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne fait pas du yoga pour souffrir. Vous avez mal quelque part quand vous faites du yoga, mais arrêtez tout de suite. Vous n'êtes pas là pour vous faire souffrir. Vous ne faites à ce moment-là que reproduire, en fait, ce que le yoga combat. Le yoga, c'est la cessation de la fragmentation du mental. Mais pourquoi? Mais parce qu'à la base, il y a la constatation que l'on souffre. Alors, vous allez me dire, je ne souffre pas de douleur, je ne me tords pas de douleur. Certes, mais la souffrance dans la philosophie yogique, ce n'est pas uniquement de la souffrance physique. Ça peut être un désir non rempli. Réfléchissez à cette notion-là. Et c'est ça que le professeur doit vous inculquer. C'est ça un bon professeur de yoga. C'est celui qui va vous dire attention, réfléchis à ce que tu viens de faire. Comment tu projettes ton idée. Il n'y a pas de problème par rapport à l'ego. Le yoga ne cherche pas à gommer l'ego. L'ego est extrêmement important dans la constitution de la personne. L'ego, c'est ce qu'on appelle ahamkara, qui est le principe d'individuation. Nous, on l'appelle l'ego parce que c'est Freud. On est énormément... la psychiatrie, psychanalyse freudienne a énormément d'impact sur la philosophie, sur la société en général et sur nos idées. D'accord ? Il ne s'agit pas de gommer. L'ego n'est pas forcément négatif. L'ego, c'est vous et moi. C'est ce qui fait que vous êtes vous et que moi, je suis moi. Le yoga ne cherche donc pas à gommer l'ego.
est peut-être nécessaire aussi d'utiliser Asteya. Asteya, c'est la réflexion sur le contentement et la gratitude. Évitez de désirer ce que les autres ont, et par exemple leur habilité physique ou leur corps physique. Mais plutôt chercher à donner du crédit et à apprécier le moment présent. C'est un peu ce que je vous ai expliqué avec ma peur de tomber dans les équilibres et de ce que j'ai réalisé et du partage avec mes profs. Brahmacharya, c'est un peu particulier. On pourrait dire que on pourrait essayer de chercher un équilibre dans tous les aspects de la vie. C'est la modération. Alors c'était la modération sexuelle au départ, parce qu'on s'adressait d'abord à des yogis qui étaient des ascètes, et ascètes tout seuls. Donc c'était comment contenir son désir, et notamment son désir sexuel. Cette modération, on doit aussi la retrouver dans les efforts, dans la façon de parler, afin d'éviter les extrêmes. Aparigraha. Apprendre le détachement envers tous les attachements que nous avons, les possessions matérielles et nos attentes au regard de la pratique. C'est aussi ce que va dire votre professeur. C'est-à-dire que l'élève, lui, doit se détacher de ce que le professeur va lui dire, ne pas rechercher tout le temps le regard du professeur et son assentiment. Oui, c'est bien, tu as bien fait la posture. Et en même temps, il y a une espèce d'encouragement, un état d'esprit d'ouverture et d'acceptation. L'exemple du professeur qui accepte, qui se détache, par exemple, de la réalisation d'une posture avancée et qui permet à l'élève de le comprendre. On a aussi Saucha, la propreté, mais ça veut dire la propreté à la fois dans l'espace de pratique, mais aussi dans ses habitudes, dans les idées. Santosha, le contentement dans chacune des postures. Apprécier là où on est au moment où l'on y est. C'est pas évident, Santosha, parce qu'on a toujours derrière nous cette idée de perfectionnisme. Le professeur de yoga, qu'est-ce qu'il a? Il est perfectionniste. Il veut la séquence parfaite. L'élève de yoga, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la posture parfaite. Donc la difficulté, c'est de relier les deux et d'oublier cette perfection et de trouver du contentement. Moi, je vais vous dire un truc. Lundi, j'ai donné cours à 3 de mes élèves. Mais j'étais très contente d'avoir que 3 élèves, et ces élèves-là en particulier. Parce que c'était mes élèves les plus régulières. Avec qui j'ai le sentiment de créer des liens. Et puis, je me suis dit, on va faire quelque chose d'un peu plus avancé, justement, une posture avancée, parce qu'elles sont prêtes. Et elles ont toutes les 3 réussi, alors qu'aucune d'entre elles ne pensait réussir. Aucune. Et franchement, elles étaient contentes, dans la simple acception de contentement, mais moi aussi, j'étais super contente. Vraiment ravie de voir qu'elles avaient fait cette posture-là, que c'était pas si compliqué que ça. Et l'idée, c'était à la fin. Alors, comment tu te sens? Ah, je me sens super fière de moi, je suis contente. Ben voilà. C'est ça le contentement. C'est ça. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de partage entre l'élève et le professeur. Que vous soyez le professeur ou que vous soyez l'élève. Le sourire, le regard compte énormément. Je voudrais finir avec 3 tapas, Svadhyaya et Ishvara Pranidhana. Tapas, on en a beaucoup parlé, c'est la dédication, la pratique constante, mais ça veut aussi dire le juste effort et la détermination. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche qu'une seule chose, c'est faire fleurir sa pratique, et pas que la pratique physique.
Un bon prof de yoga, c'est celui qui va vous permettre de vous épanouir. Ou plutôt, je m'exprime mal parce que il n'est pas le support de votre épanouissement. Il vous offre une palette et c'est à vous de prendre dans cette palette ce qui va vous convenir à l'instant T pour vous épanouir. Attention, parfois l'épanouissement passe par une période d'obscurcissement, de choses qui ont du mal à se mettre en place. C'est un peu gênant, ça grince. Mais il est là pour vous aider, en fait, pour créer ce fameux espace de sécurité pour que vous puissiez vous exprimer. Et à un moment donné, il y a du contentement. À un moment donné, ça fleurit en vous. Ça doit aussi, à la fois prof et élève, Svadhyaya, c'est l'étude de soi. Ça nous permet de nous bonifier forcément, d'aller vers notre quintessence à chacun, par l'exemple forcément, et par les explications, parce que Svadhyaya, c'est pas uniquement l'étude de soi, c'est aussi l'étude des textes anciens. Alors, comme j'ai précisé au départ, c'est très difficile dans un cours de yoga de parler des textes. Mais en fait, si vous offrez, vous, professeur de yoga, une toute petite explication, ne serait-ce que sur un yama ou un niyama, ou qu'est-ce que le yoga, de l'offrir à la réflexion de vos élèves. Ça va peut-être pas marcher pour tous les élèves. Je suis d'accord, il y en a qui ne sont pas là pour ça. Mais il y en a, ça va les intéresser. Et moi, je peux vous dire que beaucoup apprécient quand j'en parle. Parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup. Et ils ne connaissent pas. Et ils n'ont pas cette opportunité d'aller un tout petit peu plus loin dans la véritable pratique du yoga. Enfin, Ishvara Pranidhana, se tourner vers Dieu. Alors ça, c'est la partie la plus difficile parce que on est dans un espace laïque, je suis entièrement d'accord. Et c'est très compliqué de parler de cette spiritualité-là. Par contre, il est possible de faire preuve d'humilité et de confiance au processus même. D'accepter et d'être en paix. Donc, en définitive, d'essayer de mêler les enseignements traditionnels avec l'approche moderne, de trouver un équilibre et une harmonie dans la pratique entre le mental, le corps et l'esprit, de créer des moments de silence et de tranquillité, de reconnaître le pouvoir de la respiration, d'approfondir sa connexion à soi, de mêler les outils modernes et la sagesse du passé afin de s'ouvrir et de faire évoluer sa propre pratique. En définitive, on pourrait dire que le bon professeur de yoga, c'est celui qui vous permet de trouver l'extraordinaire dans votre quotidien. Et le professeur de yoga, de se nourrir de l'extraordinaire de ses élèves dans son propre quotidien. C'est une quête, ça peut être une quête, mais ça peut être aussi très facile. Une dernière chose, il y a une très grande tendance actuellement de certains professeurs de yoga de décrier les jeunes professeurs de yoga, de leur dire qu'ils ne sont pas légitimes. Alors moi, la légitimité, c'est pas que des heures. La légitimité, c'est tout ce que j'ai dit avant. L'authenticité, le partage, la connexion. C'est ça la légitimité d'un professeur de yoga. C'est pas d'accumuler des heures de formation. Vous pouvez avoir accumulé des heures de formation, franchement, être nul. Ne pas savoir enseigner. C'est faire preuve d'humilité, justement. Or, quand on dit à quelqu'un « tu n'es pas légitime », ce n'est pas faire preuve d'humilité, c'est laisser parler son ego et cette fois-ci, laisser parler le côté négatif de son ego. Alors, oui, un jeune professeur de yoga, il n'a pas beaucoup d'heures, il n'a pas beaucoup d'expérience. C'est pas simple pour lui. Pour les élèves qui choisissent ces jeunes professeurs, continuez-leur de leur offrir votre sourire, votre gentillesse, et vous verrez que vous serez payé en retour parce que vous aidez aussi, vous devenez professeur également pour votre propre professeur. Une rencontre,
de cœur à cœur. Je ne pensais pas faire un aussi long épisode, très honnêtement. Je pourrais encore parler des heures, j'ai essayé d'avancer très vite pour une fois avec des notes sous les yeux. Je m'en excuse. Mais j'espère que ça vous fait réfléchir un tout petit peu. Vous, simple élève, entre guillemets quand je dis simple, et vous, professeur de yoga, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer dans ma façon d'être un professeur de yoga? Et moi, élève, qu'est-ce que je viens chercher? Qu'est-ce que je peux demander à mon élève et à mon professeur? Et est-ce que je suis bien avec cette personne-là? Si oui, vous savez quoi? Dites-le lui. Dites-le lui parce que c'est fini la starification des professeurs avec des personnes qui ont des centaines d'élèves. On est passé dans une nouvelle ère du yoga avec une proximité entre l'élève et le professeur. Et puis on est des humains, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réfléchir et à me faire part de vos propres réflexions, moi j'aime bien. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à partager le podcast, à me soumettre aussi, à m'envoyer des questions parce que moi ça me permet d'avoir de nouvelles idées pour le podcast. Et je vous souhaite une très belle journée.